Il y a des moments dans la vie où l'on pense que tout est sous contrôle. On suit sa routine, on travaille, on mange, on dort. Et on croit que rien de grave ne peut arriver. Mais la vérité, c'est que le danger peut se cacher là où on s'y attend le moins. Je m'appelle Louis, et jusqu'à il y a quelques années, je ne me considérais pas comme quelqu'un de paranoïaque. Pour moi, la peur n'était qu'une réaction passagère, un sentiment d'enfance qui surgissait lorsqu'on apercevait une ombre bouger dans un coin de sa chambre. Mais cette nuit-là, j'ai compris que la peur était bien plus réelle qu'on ne l'imagine. Je travaillais avec ma mère dans son entreprise de nettoyage à Lyon, un métier monotone, certes, mais qui nous permettait de vivre. Notre routine était toujours la même. Nous arrivions pour nettoyer les bureaux après le départ des employés. Nous restions seuls dans des immeubles immenses et déserts, éclairés uniquement par des néons vacillants de temps à autre. Ce soir-là, le travail était plus simple que d'habitude. Le bureau était étrangement propre, comme s'il n'avait pas été utilisé de la journée. « On finira plus vite que prévu », avait dit ma mère avant de monter à l'étage pour nettoyer les sanitaires. Je suis resté seul, terminant d'aspirer le couloir principal. Tout semblait normal. Ou du moins, c'est ce que je croyais. C'est alors que je l'ai entendu. Une voix. J'ai immédiatement éteint l'aspirateur. Retenant mon souffle, j'ai tendu l'oreille. Rien. Seulement le bourdonnement des lumières et le lointain bruit des voitures dans la rue. J'ai cru que mon esprit me jouait des tours et j'ai rallumé la machine. Mais la voix est revenue, plus distincte cette fois-ci. Une voix féminine, brisée par la peur. « À l'aide !» Mon sang s'est glacé. Le son provenait du fond du couloir, du dernier bureau. Mais c'était impossible. Nous étions censés être seuls dans tout l'immeuble. Un frisson a parcouru mon dos. Pendant un instant, j'ai voulu croire que ce n'était qu'un courant d'air s'engouffrant par une fenêtre mal fermée. Mais mon instinct me hurlait le contraire. Le cœur battant à tout rompre, j'ai avancé lentement. Chaque pas résonnait sur le sol en marbre, rendant le silence encore plus oppressant. Arrivé devant la porte, j'ai hésité. Ma main tremblante s'est posée sur la poignée et l'a tournée avec précaution. La porte s'est ouverte de quelques centimètres. Ce que j'ai vu de l'autre côté m'a glacé le sang. Un homme imposant maintenait une femme contre un bureau. Une de ses mains lui couvrait la bouche, tandis que l'autre s'acharnait sur la fermeture de son pantalon. Elle se débattait, mais il était trop fort, et dans sa main libre, il tenait un couteau. L'air est devenu irrespirable. Mes jambes voulaient bouger, mais elles restaient figées. Mon cerveau me criait de fuir, mais mon corps refusait d'obéir. C'est à cet instant que j'ai compris que je venais de franchir une ligne. Ce moment allait changer ma vie à jamais. La peur peut tétaniser ou pousser à agir. Et dans cette fraction de seconde, alors que mon sang battait violemment dans mes tempes, j'ai su que je ne pouvais pas rester spectateur. Si je n'intervenais pas, cette femme ne sortirait pas vivante d'ici. Mon esprit a réagi plus vite que jamais. Je n'avais ni arme, ni la force nécessaire pour l'affronter. Mais peut-être pouvais-je le tromper. J'ai pris une grande inspiration pour contenir le tremblement de ma voix et j'ai crié à travers le couloir « Lâche-la tout de suite, la police est en route !» L'homme a brusquement tourné la tête, un mélange de rage et d'incertitude dans le regard. Ses yeux sombres se sont plantés dans les miens, m'évaluant. Il ne me croyait pas. J'ai avancé d'un pas, me forçant à rester droit. Je ne suis pas seul. Il y a d'autres personnes dans le bureau. Et l'un d'eux est armé. C'était un mensonge. La seule autre personne dans l'immeuble était ma mère, occupée à nettoyer les sanitaires. Le vigile devait être dans sa cabine, absorbé par son téléphone. Si cet homme réalisait que j'étais seul, il n'hésiterait pas à utiliser son couteau. Le silence est devenu insoutenable. Il m'a fixé, puis a regardé la femme recroquevillée au sol en sanglotant. Et c'est alors que c'est arrivé. Depuis l'extérieur du bâtiment, des sirènes ont retenti. L'agresseur a serré la mâchoire, agrippant son couteau plus fermement. Je me suis senti vidé de tout mon souffle. À l'intérieur, j'étais terrifié. Mais je ne pouvais pas le montrer. J'ai avancé d'un pas de plus,
hochant la tête vers la rue. « Si tu restes, t'es foutu. » Les secondes ont semblé une éternité. Puis, soudainement, il a lâché son arme. Il a pivoté sur ses talons et s'est enfui, me bousculant au passage. J'ai trébuché et suis tombé au sol, le regard fixé sur sa silhouette disparaissant dans le couloir. Je n'ai pas essayé de le poursuivre, mes jambes tremblaient trop. Je me suis traîné jusqu'à la femme, qui était recroquevillée sur le sol. Ses larmes inondaient son visage et tout son corps était secoué de sanglots. Ne sachant quoi faire, je l'ai simplement serrée dans mes bras. Quelques minutes plus tard, la police a fait irruption dans le bureau. 2 agents sont entrés, armes au poing, suivis de 2 secouristes. L'un d'eux s'est approché de moi et m'a demandé si j'étais blessé. J'ai secoué la tête. « Non, je veux juste savoir si elle va bien. » Le secouriste a hoché la tête avant d'aider la femme à se relever. C'est à ce moment-là que j'ai aperçu ma mère, debout au fond de la pièce, parlant avec un policier. Je me suis précipité vers elle et elle m'a immédiatement enlacé avec une telle force que j'en ai eu le souffle coupé. « Tu vas bien ?» a-t-elle murmuré, tremblante. Je lui ai répondu la même chose qu'au secouriste. Je n'étais pas blessé. Mais au fond de moi, je savais qu'un morceau de moi s'était brisé. Et ce sentiment ne m'a jamais quitté. Les jours passaient, mais l'inquiétude ne me quittait jamais. J'essayais de reprendre ma vie normale, mais quelque chose en moi avait changé. Il m'était devenu impossible d'entrer dans un bâtiment vide sans ressentir un regard invisible posé sur moi depuis l'obscurité. C'est alors que ma grand-mère, voyant à quel point j'étais troublé, décida de me révéler un secret qu'elle avait gardé pendant des années. « Tu n'es pas le seul dans cette famille à avoir croisé l'horreur », me confia-t-elle une nuit en sirotant son café à la table de la cuisine. Moi aussi, j'y ai été confronté, et si un contretemps ne m'avait pas retardé ce jour-là, je ne serais sans doute pas là pour te le raconter. Je la fixais avec curiosité. Jamais je n'avais entendu une telle histoire. Que s'est-il passé ? Ma grand-mère inspira profondément, comme si revivre ses souvenirs lui coûtait encore. C'était à Marseille, dans les années 90. Je travaillais comme femme de ménage pour une famille aisée. C'était un bon emploi, jusqu'au jour où tout a basculé. Elle marqua une pause, jouant distraitement avec la cuillère dans sa tasse. Ce jour-là, j'étais en retard. Mon bus est tombé en panne, ce qui m'a retardé d'un bon quart d'heure. Quand je suis enfin arrivé, j'ai tout de suite remarqué que quelque chose clochait. Je me redressai sur ma chaise. Quoi donc ? Le silence. Un frisson me parcourut l'échine. Cette maison n'était jamais silencieuse. Il y avait toujours du bruit. La télé allumée, l'enfant qui courait partout, la mère qui parlait au téléphone. Mais ce jour-là, rien. J'avalais ma salive. J'ai avancé en appelant les propriétaires. Personne ne répondait. Quelque chose au fond de moi me criait de partir, que je ne devais pas aller plus loin. Mais j'étais déjà là. Sa voix devint plus basse, comme si elle ressentait encore la peur de ce moment. Lorsque je suis arrivé à l'arrière de la maison, une odeur insupportable m'a frappé, un mélange de poudre et de chair brûlée. Mon estomac se noua. J'ai poussé la porte de la chambre principale, et ils étaient là. Sa voix se brisa. Tous, la famille, le personnel, abattus. Ma peau se hérissa. J'ai couru dans la rue en criant à l'aide. J'ai réussi à arrêter une voiture et le conducteur a appelé la police. Mais lorsqu'ils sont arrivés, il s'était déjà écoulé une demi-heure. Elle marqua une pause et planta son regard dans le mien, empli d'une tristesse insondable. Ils n'ont jamais retrouvé les coupables. La police soupçonnait l'équipe de sécurité. Mais leurs corps avaient disparu. Aucune trace de lutte. Je restais sans voix. Si je n'avais pas été en retard ce jour-là, j'aurais été tué avec eux. Un silence pesant s'installa entre nous. Ma grand-mère baissa les yeux et soupira. Parfois, la vie t'offre une seconde chance. Mais la peur, elle, ne s'en va jamais. Et elle avait raison. Car la peur finit toujours par revenir. On pourrait croire qu'après une telle expérience,
le destin m'aurait accordé un peu de répit. Mais la peur ne fonctionne pas ainsi. Parfois, c'est lorsque l'on pense être en sécurité que l'on est le plus vulnérable. Des années plus tard, j'ai trouvé un emploi d'agent d'entretien dans un hôtel à Bordeaux. Ce n'était pas le travail le plus passionnant, mais il me permettait de payer mes études et de garder l'esprit occupé. La routine était simple. Nettoyer les chambres, changer les draps, veiller à ce que tout soit impeccable avant l'arrivée des clients. Jusqu'à ce matin-là, dès mon arrivée, j'ai remarqué un homme errant dans les couloirs. Il semblait perdu, s'arrêtant devant les distributeurs, scrutant l'environnement comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Au début, je n'y ai pas prêté attention. J'ai pensé qu'il attendait quelqu'un ou qu'il hésitait sur quoi acheter. Mais son comportement était étrange. Ses yeux ne s'attardaient jamais sur un seul point. Ses mains tremblaient et sa respiration était saccadée. Puis je l'ai perdu de vue. J'ai cessé d'y penser, jusqu'à ce que je le croise de nouveau. Je venais de terminer mon déjeuner et retournais dans l'une des chambres pour poursuivre mon travail. Lorsque j'ai ouvert la porte et fait un pas à l'intérieur, j'ai senti quelque chose bouger derrière moi. Avant que je ne puisse me retourner, une pression glaciale s'est enfoncée dans mon dos. « Ne fais pas un bruit », murmura une voix rauque. Un frisson d'effroi parcourut mon corps. C'était lui. J'ai senti la pointe d'un couteau transpercer le tissu de mon uniforme. Mon esprit s'est figé. « Avance », ordonna-t-il en me poussant dans la chambre. Mon corps bougea mécaniquement. Chaque pas me semblait lourd, comme si je marchais vers ma propre tombe. « Allonge-toi sur le lit », ordonna-t-il d'une voix glaciale. Mes jambes faiblirent. À cet instant, j'ai compris ce qu'il comptait me faire. Ma respiration s'accéléra, des gouttes de sueur perlèrent sur mon front. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Dans un ultime élan de survie, j'ai crié de toutes mes forces. « À l'aide !» Furieux, l'homme se jeta sur moi pour m'étouffer, mais à cet instant, la porte s'ouvrit brutalement. Un homme grand et robuste, vêtu d'une veste en jean, fit irruption dans la pièce. « Lâche-le !» rugit-il avant de se jeter sur l'agresseur. Les coups résonnèrent dans la chambre tandis que, sous le choc, j'essayais de comprendre ce qui se passait. Quelques minutes plus tard, la police arriva. Mon assaillant fut emmené sur une civière, le visage en sang et menotté. Les secouristes insistèrent pour m'examiner, mais une seule pensée occupait mon esprit. Si cet homme n'avait pas traversé le couloir à ce moment-là, je ne serais pas là pour raconter cette histoire. On dit que lorsqu'on frôle la mort, on ne ressort jamais indemne. Je peux en témoigner. Après cette attaque dans l'hôtel, plus rien ne fut pareil. Ma paranoïa grandit. La peur devint une ombre omniprésente. Et même si j'essayais de tourner la page, je ne me suis jamais senti totalement en sécurité. Des années plus tard, j'ai décroché un nouvel emploi dans une entreprise de nettoyage spécialisée dans les scènes de crime à Lille. Au début, je pensais que ce serait simple, nettoyer après le passage de la police, sans trop m'impliquer. Mais ce que j'ignorais, c'est que ce travail allait me mener à une expérience encore plus troublante. Il était 3 heures de l'après-midi lorsque j'ai été envoyé dans une maison en périphérie de la ville. La police avait déjà emporté le corps, un homme qui s'était ôté la vie dans sa salle de bain avec un fusil de chasse. À mon arrivée, une femme m'ouvrit la porte. Son visage était marqué par une douleur indescriptible. « Faites disparaître tout ça », murmura-t-elle d'une voix brisée. « Je ne veux pas que ma famille voie ça. » J'acquiesçai en silence et me dirigeai vers la salle de bain avec mon matériel. La scène était insoutenable, mais ce n'était pas la première fois que je voyais ce genre de choses. En enfilant ma combinaison, je me mis au travail. C'est alors que je le vis. Un homme maigre et négligé se tenait dans le couloir, me regardant avec un regard chargé de colère. « Si vous remarquez quelque chose que j'aurais oublié, n'hésitez pas à nous appeler à tout moment. » Elle hocha la tête, le regard toujours perdu. Elle m'accompagna jusqu'à la porte et, en traversant le couloir principal, mes yeux tombèrent sur une photo accrochée au mur. Mon sang se figea. C'était lui, l'homme avec qui j'avais parlé un peu plus tôt. Sans réfléchir, je pointai l'image du doigt et dis « Dites-lui que je suis désolé d'avoir tardé. Je ne voulais pas causer de dérangement. » La femme s'arrêta net et me regarda, le visage blême. « De quoi parlez-vous »
du monsieur avec qui j'ai discuté tout à l'heure. Il était là. Elle se mit à trembler. Cette photo, c'est celle de mon frère. Elle inspira difficilement avant de murmurer, la voix brisée par l'effroi. C'est lui qui est mort ce matin. Il y a des moments dans la vie qui vous marquent à jamais. Peu importe les années qui passent, peu importe combien vous essayez de les oublier. Ils reviennent toujours. Pour moi, cette nuit-là resta gravée dans ma mémoire comme une blessure qui ne guérit jamais. Quand j'avais 10 ans, je vivais avec mes parents dans une maison paisible du centre de Lyon. C'était un endroit sûr. Du moins, c'est ce que nous pensions. Jusqu'à ce qu'une nuit, tout change. Je me souviens être resté éveillé tard, absorbé par mes jeux vidéo. J'étais tellement concentré sur l'écran que je faillis ne pas entendre le bruit. Un coup, puis un autre. Je mis le jeu en pause et tendis l'oreille. Les bruits venaient du couloir. Quelque chose en moi me soufflait de ne pas sortir de ma chambre, de rester caché sous mes couvertures et de faire semblant de dormir. Mais la curiosité fut plus forte. Je me levai et marchai sur la pointe des pieds jusqu'à la porte. Lorsque je l'ouvris, quelque chose me sembla étrange. La porte de la chambre de mes parents était entr'ouverte. La lumière était allumée, mais il y avait autre chose, un murmure. Au début, j'ai cru qu'ils se disputaient à voix basse, mais en avançant de quelques pas, j'ai distingué clairement les paroles. C'était inévitable, il n'y a plus de retour en arrière. Un frisson me parcourut. J'ai poussé lentement la porte. Et la scène qui s'offrit à moi me laissa pétrifié. Ma nourrice, Élise, se tenait debout près du lit. Dans sa main, elle tenait un couteau ensanglanté. Mes parents ne bougeaient plus. Je n'ai pas crié. Je n'y arrivais pas. Élise tourna lentement la tête et me fixa. Un silence complet s'installa entre nous. Puis, elle sourit. « Ah, Louis, que fais-tu encore debout si tard ?» Je ne répondis pas. Mes jambes réagirent avant mon esprit, et je pris la fuite. J'entendis ses pas derrière moi. Je dévalai les escaliers en courant, droit vers la porte d'entrée. Mes mains tremblaient tellement que j'eus du mal à tourner la serrure. Quand je réussis enfin à ouvrir la porte, je sentis sa main frôler mon épaule, mais je ne m'arrêtai pas. Je m'élançai dehors, pieds nus, sans me soucier de rien d'autre. Je tambourinais à la porte de notre voisin. Cela prit du temps avant qu'elle ne s'ouvre, mais quand ce fut le cas, mes jambes lâchèrent sous moi et je m'effondrai, le corps tremblant de peur. J'essayais de parler, mais seuls des sanglots saccadés sortirent de ma bouche. Le voisin ne comprenait pas ce qui se passait, mais en voyant mon état, il appela immédiatement la police. Quelques minutes plus tard, les gyrophares bleus et rouges illuminèrent la rue. Élise fut retrouvée en train d'essayer de fuir par l'arrière de la maison. Elle fut arrêtée cette nuit-là. Mais le mal était déjà fait. Depuis ce jour, je ne me suis plus jamais senti en sécurité nulle part. Car désormais, je connaissais la vérité. Le danger ne vient pas toujours de l'obscurité. Parfois, il vit sous votre propre toit. La peur a de nombreuses formes. Parfois, elle se cache dans l'ombre d'une ruelle. D'autres fois, elle prend la silhouette d'un inconnu qui vous suit dans la nuit. Mais il existe une peur encore plus terrible, celle qui se déguise en confiance. Des années après cette nuit qui détruisit mon enfance, je pensais que le danger appartenait au passé. Je croyais que la vie ne pouvait plus me replonger dans une telle horreur. Mais je me trompais. Devenu adulte, je vivais avec mon compagnon dans une maison modeste à la périphérie de Toulouse. Nos horaires de travail étaient chargés, alors nous avons décidé d'embaucher quelqu'un pour nous aider avec l'entretien et les tâches ménagères. C'est ainsi que Jeanne est entrée dans nos vies. Dès le début, quelque chose chez elle me mettait mal à l'aise. Je ne saurais dire exactement quoi, mais sa présence me dérangeait. Ses gestes étaient lents, comme si elle pesait chacun de ses mouvements. Ses yeux, sombres et insondables, semblaient te voir au-delà du visible. Et puis, il y avait ces petits détails troublants. Les couteaux n'étaient jamais à leur place. Parfois, je les retrouvais soigneusement alignés sur la table, dans un ordre que je ne me rappelais pas avoir laissé.
D'autres fois, des objets disparaissaient avant de réapparaître dans des endroits incongrus. Une fois, j'ai même trouvé ma veste dans l'armoire de Jeanne. Quand je lui ai demandé des explications, elle s'est contentée de sourire et de dire que ça devait être une erreur. Mais le pire arriva une nuit. Ce soir-là, mon compagnon travaillait tard. Je me retrouvais seul à la maison, installé devant la télévision. Vers minuit, je m'endormis sur le canapé, jusqu'à ce qu'un bruit me réveille. Un murmure. J'ouvris brusquement les yeux et restai figé. Les chuchotements provenaient du couloir, juste devant ma chambre. Je me levai lentement, essayant de ne pas faire de bruit. Je me dirigeai vers la porte et, le cœur battant à tout rompre, jetai un coup d'œil par l'entrebâillement. Jeanne était là, debout, dans l'obscurité, juste devant la porte de ma chambre. Elle ne bougeait pas, elle ne respirait même pas. Elle murmurait quelque chose à voix basse, comme si elle parlait à quelqu'un. Je retins mon souffle et écoutais. Certains destins ont besoin d'un petit coup de pouce. Un frisson me glaça le dos. Je reculai d'un pas et le parquet grinça sous mon pied. Jeanne tourna lentement la tête et croisa mon regard. Elle sourit et elle s'avança vers moi. Je pris la fuite. J'essayai d'appeler mon compagnon, mais la ligne était coupée. Je courus jusqu'à la porte d'entrée, mais elle ne s'ouvrait pas. Quand je me retournai, Jeanne avait disparu du couloir, mais sa voix flottait encore dans l'air. Ne cherche pas à fuir, Louis. Tout était déjà écrit. La panique m'envahit entièrement. Je n'avais qu'une seule option, fuir. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi. J'ai couru sans me retourner, le cœur prêt à exploser dans ma poitrine. J'ai sauté par la fenêtre du salon et me suis écrasé sur la pelouse du jardin, les mains écorchées et les jambes tremblantes. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Je n'ai pas osé regarder derrière moi. Ma seule chance était d'atteindre le garage. Je savais qu'une vieille bicyclette y traînait et si je parvenais à l'enfourcher, peut-être pourrais-je m'éloigner assez vite avant qu'elle ne me rattrape. Mes pieds nus martelaient le sol avec frénésie. L'air glacé de la nuit me mordait la peau, mais la peur me propulsait en avant. J'ai couru jusqu'à la porte du garage et tiré sur la poignée de toutes mes forces. Verrouillé. Mes mains tremblaient alors que je fouillais désespérément mes poches pour trouver les clés. Elles n'y étaient pas. « Tu cherches ça ?» Mon sang se glaça. Jeanne se tenait derrière moi. Dans une main, elle tenait les clés. Dans l'autre, un couteau. Ses yeux étaient vides de toute émotion. « Tu n'as pas besoin de fuir, Louis, » murmura-t-elle d'une voix posée. « Je termine juste ce qui a déjà commencé. » La panique s'empara de moi. Je n'ai pas réfléchi. J'ai bondi en avant, frappant son bras de toutes mes forces. Le couteau tomba au sol. J'ai profité de cet instant pour la pousser violemment. Elle trébucha, perdant l'équilibre. J'ai attrapé les clés et ouvert la porte du garage d'un geste fébrile. J'ai couru vers la bicyclette, l'ai redressée et d'un saut maladroit me suis installé dessus. J'ai pédalé comme si ma vie en dépendait. Derrière moi, j'ai entendu des cris. Jeanne était toujours là, murmurant des paroles que je ne pouvais plus comprendre. Les lumières des maisons voisines défilaient floues alors que j'avançais, le corps entier en état de choc. Et puis, je les ai entendues, les sirènes. Au loin, des lueurs rouges et bleues éclairaient la rue. Un voisin avait appelé la police. Les voitures ont freiné brutalement devant ma maison. Je n'ai pas ralenti. J'ai continué à pédaler vers eux, le souffle court, le cœur sur le point d'exploser. J'ai sauté de la bicyclette et me suis écroulé à genoux devant les officiers. Aucune parole ne sortait de ma bouche. Elle n'était pas nécessaire. Jeanne se tenait sur le seuil de ma maison, la tête légèrement penchée, les lèvres encore en train de murmurer des mots inaudibles. L'un des policiers sortit son arme et lui ordonna de se mettre à terre. Elle ne bougea pas, mais alors, quelque chose changea dans son expression. Elle me regarda et sourit. « On se reverra bientôt, Louis. » Puis, elle leva les bras et se laissa arrêter sans résistance. Ils l'embarquèrent cette nuit-là. Mais même lorsqu'elle monta dans la voiture de police, elle ne me quittait pas des yeux.
comme si elle savait quelque chose que j'ignorais, comme si tout cela n'était pas fini. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. Jeanne était derrière les barreaux, mais la peur, elle, n'était jamais partie. Au début, j'ai essayé de me convaincre que tout était fini, qu'elle ne pouvait plus me faire de mal depuis sa cellule, que tout allait bien. Mais chaque nuit, lorsque j'éteignais la lumière, je sentais quelque chose, une présence, une sensation. Je ne pouvais pas dormir sans vérifier chaque serrure, sans m'assurer que chaque fenêtre était bien fermée. Et pourtant, cette impression d'être observé ne me quittait jamais. La paranoïa devint mon quotidien. Je marchais dans la rue en scrutant chaque ombre, en surveillant chaque silhouette qui s'approchait trop près de moi. Mon compagnon me disait que j'exagérais, que j'avais besoin d'aide. Mais alors, la lettre arriva. Un courrier officiel du centre pénitentiaire de Toulouse. Mon cœur se serra en lisant les premières lignes. Jeanne allait être libérée. Le document mentionnait son comportement exemplaire en prison, qu'elle ne représentait plus un danger pour la société. Ma respiration s'accéléra. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas possible. Après tout ce qu'elle avait fait, après tout ce que j'avais vécu, ils allaient simplement la laisser partir. Des images de cette nuit revinrent en rafale. Les murmures, les couteaux déplacés, son sourire. On se reverra bientôt, Louis. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une malédiction. J'ai laissé tomber la lettre et me suis levé d'un bond. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Un frisson de panique remonta le long de ma colonne vertébrale alors que je regardais autour de moi. Que devais-je faire maintenant? Quitter la ville? Changer d'identité? Non, je ne pouvais pas fuir éternellement. Si elle revenait, je serais prêt. La peur est une prison. Elle vous enchaîne, vous ronge, vous paralyse jusqu'à ce que vous ne soyez plus maître de votre propre vie. Mais cette fois-ci, je refusais d'être une victime. Après cette lettre, quelque chose en moi se brisa. Je n'étais plus l'homme terrifié qui s'était enfui cette nuit-là. Je n'allais plus me cacher. Si Jeanne revenait, je l'attendrais. Les jours passèrent et ma paranoïa atteignit son paroxysme. Chaque silhouette dans la rue me semblait suspecte. Chaque bruit dans la nuit me tenait éveillé. Mais le pire, ce furent les murmures. D'abord, de simples hallucinations. Puis, une nuit, je l'ai entendu distinctement. « On se reverra bientôt, Louis. » L'air autour de moi devint étouffant, comme si l'obscurité elle-même respirait à mon rythme. Mon cœur s'emballa. Je me levai d'un bond, vérifiant chaque recoin de la maison. Rien. Mais cette sensation d'être observé était toujours là. Et puis, le téléphone sonna, numéro inconnu. J'hésitais à décrocher, mais mes doigts bougèrent d'eux-mêmes. « Allô ?» Un silence pesant. Puis, « J'espère que tu es prêt. » Mon sang se figea. Je raccrochai aussitôt, mais mon corps tout entier tremblait. Elle était dehors. Je ne voyais rien par la fenêtre, mais je le savais. Je pouvais le sentir. Je saisis le couteau sous mon oreiller et me dirigeai vers la porte. Cette fois, je ne fuirai pas. J'ouvris la porte d'un coup sec, prêt à l'affronter, à voir son sourire malsain, ses yeux noirs et vides. Mais il n'y avait personne, juste la nuit, juste le vent, juste la promesse que tout n'était pas fini. Jeanne était libre, quelque part, en train de m'observer, d'attendre. Peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans un mois, mais elle reviendra. Et quand ce jour viendra, je serai prêt.